Bien, merci à nos conférenciers. Juste, comme vous voyez, hein, juste pour vous dire, avant de vous passer la parole à la salle, je pense que les échelles, ça existe, c'est pas la panacée. Le plus important, c'est vous, les soignants, qui vous êtes en permanence, pratiquement 24 heures sur 24 auprès de ces personnes en situation de handicap. Je crois que le plus important, c'est observer. Et quand vous avez, entre autres, on le sait, c'est écrit maintenant dans les guides de bonnes pratiques professionnelles, ce que vous avez par rapport à l'état basal, comme on dit, un changement de comportement, une modification, on n'appelle plus trouble du comportement, ça s'appelle maintenant comportement-problème. Hein. Sachez-le, c'est aussi les termes qui changent, comme ça on n'y peut rien. Il y a comportement-problème et comportement-défi. Donc, quand vous avez des comportements-problèmes comme ça, sachez, je pense qu'il faut impérativement aller détecter s'il n'y a pas un phénomène douloureux. Nabil parlait dans la santé mentale, on a beaucoup travaillé là-dessus, même chez les patients qui sont communicants et schizophrènes. Quand il est stabilisé, quand il vient vous voir et quand il vous dit j'ai des vers qui rentrent sous la peau, le psychiatre va vous dire il est en train de délirer, c'est totalement faux. Chez eux, l'expression de la douleur, le langage de la douleur, il faut savoir décoder hein, les vers qui rentrent sous la peau. Nous, on est capable de dire dans les douleurs neuropathiques, les paresthésies, les fourmillements, ils seront incapables de vous le dire. Pour eux, les vers qui rentrent sous la peau, ce sont des paresthésies. Vous voyez, le langage de la douleur est compliqué, il faut savoir décoder et également décoder les comportements problèmes chez n'importe quel, que ce soit les enfants, les ados. Et je pense que c'est important, vous, ce que vous rapportez, l'observation, prendre son temps, et puis bien sûr, après, essayer de faire une évaluation, évidemment, la plupart du temps, c'est une évaluation pour essayer de mettre en place une thérapeutique adaptée. Des questions? On a encore le temps avant l'hypoglycémie qui s'installe. Pas de questions? Une question là-bas au 4e rang central. En attendant que le micro arrive, j'avais une question concernant l'échelle simplifiée de Sainte-Périne. C'est quoi? L'échelle simplifiée de Sainte-Périne, c'est une échelle comportementale simplifiée par rapport à d'autres échelles plus complexes, parce qu'en fait, la population à Sainte-Périne, nous, on a plus de 80% de personnes âgées qui ont des troubles cognitifs et on a beaucoup de patients en psychogériatrie. Donc, on a monté la plus simple des échelles pour les plus compliqués des patients, parce que plus le patient est compliqué, plus il faut que l'échelle soit simple. Après, si vous avez des patients qui sont un tout petit peu plus lisibles, vous avez par exemple de l'eau plus qui est plus fine, hein, qui donne plus d'éléments, mais encore faut-il que le patient soit encore capable de faire ce que la grille demande qu'il ne fait plus. Donc, nous, on a opté pour cette échelle. Elle est donc en 3 morceaux, comme je vous l'avais dit, un morceau hors soins, observation sans sollicitation, sans mobilisation, et parfois on fait les observations dans le couloir, en ayant bien réfléchi au niveau de l'équipe à ce qu'on faisait, parce que nous avons certains patients, le simple fait de rentrer dans les chambres, leur comportement change. Donc, c'est impossible de décrypter quoi que ce soit. Donc, on les observe du couloir pour qu'il y ait le moins de sollicitation possible. Ensuite, on les observe pendant les soins, quels que soient les soins. Et puis, on a 2 retentissements minimaux, le sommeil et l'alimentation. Voilà. Merci. Une question là-bas. Oui, bonjour, Christophe Perroche, je suis infirmier. Oui, parle dans le micro. Il me semble que dans chaque intervention, si j'ai bien écouté à chaque fois, j'ai entendu les mots prendre le temps, écouter l'autre. Est-ce que ça fera partie prochainement des indicateurs qualité, le fait du temps accordé à l'autre? Vous avez raison de le souligner. Pour ces personnes en situation de handicap, il faut beaucoup de temps. Or, on sait comment maintenant on est un peu contraint
En plus, avec la tarification à l'activité, je comprends très bien qu'on n'a pas beaucoup de temps, y compris dans nos collègues, et vu aussi la réduction. C'est vrai, mais n'oubliez pas non plus que ces personnes qui sont en situation de handicap ont été, à l'heure actuelle, je peux vous dire, les oubliés sur le territoire français pour la prise en charge de la douleur. Je peux vous citer les chiffres, que ce soit en polyhandicap ou même les enfants, les ados, adultes qui sont dans leur famille, parce qu'on oublie qu'il y en a beaucoup encore dans les familles, que ce soit les handicaps, aberrations chromosomiques, trisomie 21, 18 ou la 13, ou d'autres handicaps, Prader-Willi, Angelman, ou des choses, c'est quand même dramatique à l'heure actuelle. Et je comprends qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps, et moi j'admire le personnel soignant, que ce soit infirmière, aide-soignant, éducateur, AMP, tout ce que vous voulez, qui prennent, malheureusement, qui prennent quand même le temps de les prendre en charge dans beaucoup d'institutions médico-sociaux. D'autres questions? D'autres questions? Oui, ils ont faim, je pense. Évaluation, il faut les lâcher. Il y a une question. Oui, bonjour. C'est juste une question pour la personne qui a présenté sur la santé mentale. Moi, j'ai toujours eu un problème pour les patients quand ils arrivaient aux urgences, qui avaient des troubles de santé mentale et des douleurs. J'ai jamais su quoi mettre comme traitement avec les traitements qu'ils avaient de psychotropes et tout ça. Je me demandais, vous, qu'est-ce que vous mettez, vous, quand des patients ont des accès douloureux, avec les traitements qu'ils ont en face, au niveau psychiatrique? Je sais que c'est pour les gens de hors psychiatrie, c'est assez compliqué. Alors, donc vous travaillez aux urgences, c'est ça? Oui. Alors, a priori, je dirais que je mets exactement les mêmes traitements que pour n'importe qui. C'est ce qu'on faisait, mais on avait toujours cette peur de mélanger certaines... Non. Non. Il y a quelques restrictions. Je pense par exemple aux anti-inflammatoires et lithium. Mais sinon, non, c'est des gens qui sont à traiter exactement de la même façon que n'importe qui. Il faut répondre à la douleur, c'est tout. Après, ce que vous craignez, c'est l'impact des psychotropes et la les interactions médicamenteuses qu'on pouvait avoir avec les psychotropes et les morphiniques. C'est pas vraiment... la littérature est un peu... Ouais, non, il y a très peu d'interactions. Enfin, il y en a quelques-unes, bien sûr, mais pas plus que... Effectivement, je pense aux anti-inflammatoires et lithium. Il peut y avoir quelques... Mais d'une façon globale, on les traite exactement de la même façon que n'importe qui. On utilise exactement, comme dit Nabil, les mêmes paliers, palier 1, palier 2, palier 3. Et surtout, faites attention dans le palier 1 aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Posez toujours la question aux patients que vous avez en face, ils le connaissent, essentiellement avec les thymorégulateurs, essentiellement le lithium ou les dérivés du lithium, parce que ça fait très, très mauvais ménage. C'est-à-dire que vous allez augmenter la filtration glomérulaire du lithium est bloquée par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire que le lithium va s'accumuler dans le sang et vous allez mettre votre patient en coma toxique. Il va se retrouver en réa, intubé, ventilé. Il faut faire très attention à ça. Sinon, palier 2, n'utilisez surtout pas chez les patients, malgré que ce qu'on dit, attention au tramadol, ou ce qu'on appelle tous les dérivés du tramadol, qui posent un problème. Sinon, palier 3, morphine, mais le plus simple, toujours utiliser la morphine de base. Surtout pas, faites pas des rotations des opiacés et tout ça, c'est très compliqué avec ces patients. Morphine de base, ils en ont besoin parfois, donc voilà. Sinon, on utilise toujours les mêmes. Il n'y a pas d'interaction avec les antipsychotiques atypiques ou les neuroleptiques de première génération. Ok, merci. D'autres questions avant de clore, avant d'aller... Non ? Excusez-moi, juste une petite réserve simplement par rapport, peut-être, mais sur des paliers 2 ou des paliers 3, il faut simplement être vigilant, peut-être plus qu'une autre personne,
par rapport aux troubles du transit. Parce que ça, par contre, ils y sont très vulnérables. Donc c'est effectivement une préoccupation peut-être supplémentaire. Mais... Dû au traitement de base qu'on donne déjà de base, plus Entre les autres. morphiniques. Entre autres. Entre autres. Sédentarité, Oui, voilà, alimentation, ça, non, mais ça, etc. c'est- oui, Tout à d'accord. fait. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va clore la matinée avec cette séquence en remerciant encore tous les orateurs pour la qualité de leur intervention.